Samedi 11 janvier 2025 avait lieu à la librairie Ombre Blanche une rencontre hommage au poète espagnol Antonio Machado pour le 150e anniversaire de sa naissance, avec la compagnie du rêveur Éric Fabre-Meignet et ses musiciens qui présentaient l'enregistrement de Hommage à Don Antonio Machado El Bueno, concert poétique bilingue, ainsi que Jean-Pierre Amalric, professeur émérite à l'université Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste de l'Espagne, et Santiago Mendieta, rédacteur en chef de la revue Gibraltar. Très bien. Alors, écoutez, il est pas tout à fait 16h, mais on va démarrer parce que vous êtes impatients et que toutes les places sont prises. Donc, je demande à tout le monde de s'installer, si vous le pouvez. Voilà, donc, merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour cet hommage à Antonio Machado, pour cet hommage à Antonio Machado. Donc, merci à la librairie Ombre Blanche, à Hélène, à Christian Torel, à tout le personnel de la librairie. On va en avoir à peu près pour... Une petite heure à peu près, ou ouais, peut-être qu'on va dépasser. Il y aura peut-être des questions, voilà. Donc à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du poète Antonio Machado, donc né en 1875, donc la Compagnie du Rêveur et la librairie Ombre Blanche présentent donc ce petit concert, ce récital. Alors c'est une partie de l'album, enfin du CD qui va être mis en vente à la fin, pour ceux qui veulent garder un souvenir et aller un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est un concert poétique avec donc Servan Solana au chant, guitare et composition, Thierry Di Filippo à la guitare, oud, à la composition également, et puis avec le maître d'œuvre Éric Fabre-Meignet, donc pour le récital en français, récitatif en français, et qui est un petit peu à l'origine de ça, avec la compagnie du rêveur, voilà. Voilà, donc moi je suis chargé un petit peu d'introduire, de passer les plats, et puis je ne vais pas trop parler. Comment on dit en espagnol passer les plats? Ah, ça c'est une bonne... là tu me prends de court, là. Las tapas, non, c'est pas tout à fait las tapas. Bon voilà, en tout cas merci. Alors je vous demanderai, puisque tout à l'heure il y aura donc le petit récital, de faire un petit peu de silence et attention, de couper vos portables, voilà. Et puis bon, je sais que vous allez être attentifs. Alors on va démarrer tout de suite avec une lettre ouverte à Don Antonio Machado et avec le poème mis en chanson, mis en musique, En abril, las aguas mil. Alors ça va sans doute peut-être faire revenir des souvenirs peut-être de certaines enfances espagnoles et peut-être aussi des cours d'espagnol, pour ceux qui avaient des bons profs d'espagnol à l'époque. Voilà, parce que je crois qu'aujourd'hui Antonio Machado est peut-être un peu oublié dans les collèges et les lycées, mais je peux peut-être me tromper. Elric, Thierry et Servan, c'est à vous. Cher Don Antonio, il y a longtemps que je voulais vous écrire, car vous faites partie de ma pléiade éblouissante, de mon anthologie personnelle, mais aussi parce que vous êtes de celles et ceux qui, en écrivant, s'engagent corps et âme, qui refusent de laisser étouffer la lumière, garrotter la liberté et la justice, au risque de connaître la prison, l'exil et même la mort. Votre exode tragique à travers les Pyrénées, au milieu de votre peuple exsangue, ne cesse de me bouleverser. J'ai voulu vous donner à entendre dans votre si belle langue, avec la superbe voix de Servan Solana, la guitare et le oud envoûtant de Thierry Di Filippo, à ceux qui ne vous ont pas oublié, qui vous aiment toujours, mais surtout à mes enfants et à mes petits-enfants, aux jeunes gens et aux jeunes filles de leur génération, en leur disant avec vous, n'oublions jamais que ce monde n'est pas viable si la force brutale au front de taureau est investie des pleins pouvoirs. J'ai glissé mon petit poème en ce 14 avril dans votre boîte aux lettres du cimetière marin de Collioure. Pardonnez-moi
si elle est naïve et maladroite. Mais grâce à vous, qui êtes avant tout un maître en ce domaine, j'ai aussi compris ceci. Dans la République des poètes, nul n'est interdit de séjour. Les pluies tombent par mille. En ce 14 avril, ne vous découvrez pas d'un fil. Le soleil, enfant capricieux, joue à cache-cache avec ses amis nébuleux. La mer berce Collioure entre ses beaux bras bleus. À l'ombre du château, où les commandos s'entraînent, la rue Antonio Machado a revêtu son costume violet et jaune. Le camélia a mis ses chaussures rouges. Homme bon et sage, alors que le monde courait au naufrage, dans ce port méditerranéen, vous dûtes prendre 100 livres et 100 bagages, la nef qui jamais ne revient. Votre arbre surplombé les humaines futés, il fut écartelé, violemment arraché, ses racines en Castille et son tronc à Collioure. Mais votre source de jouvence offre toujours son ambroisie aux poètes et aux révoltés. Sur un nuage lointain, zigue-zague un éclair jaune. La pluie sur la fenêtre frappe et carillonne sur la vitre. Pluie et soleil, la campagne tantôt s'obscurcit et s'éclaire. Ici disparaît un coteau et là surgit une colline. Vers la sierra, couleur de plomb, dégringolent en peloton des nuages de ouate et de cendres. Merci, on peut les applaudir. Bon, alors, on est vraiment suspendu à vos paroles. Alors, est-ce qu'au fond de la salle, vous entendez correctement? On me dit que oui, je vois. Oui? Bon, avec le micro, c'est mieux. Oui, je pense que oui. Bon, il faut le micro, voilà. Donc, si possible. Bon, en tout cas, au moins pour le récitant, Elric. Hein, voilà, on n'avait pas prévu autant de monde, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Très bien, ça veut dire que la poésie de Machado intéresse et passionne. Et d'ailleurs, elle nous amène loin. Et alors, pour ce faire, on a fait appel à Jean-Pierre Amalric, professeur émérite de l'université Jean Jaurès, enfin on disait Le Mirail avant, hein, donc voilà, pour resituer, et également ex-président de l'association Présence de Manuel Afaña, à qui l'on doit un colloque début du mois de novembre à Montauban, donc pas très loin d'ici. Hein, ça fait quoi, 11e année
À 20e, vous voyez, je retarde. Voyez. Donc, ça fait 20 ans, donc, professeur Amalric et son équipe, avec des historiens reconnus autour de la guerre d'Espagne, spécialistes de cette période, et dont notamment de Manuel Azaña. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le dernier président de la République de la Deuxième République espagnole, on va dire élu sur le sol espagnol, parce qu'après il y en a eu d'autres pendant l'exil, et il est enterré à Montauban, puisqu'il est mort là-bas, le 4 novembre 1940, ou le 3 novembre. 3, 4. Bon, voilà. Donc à cette période, il y a ce colloque qui rend hommage à donc, cette grande figure de la République espagnole, donc, qui a été dramaturge, écrivain, grand homme politique. Il a été ministre notamment de la Défense, de la guerre. Et puis il a été chef du gouvernement, Premier ministre, et puis avec effectivement l'exil, on va dire un destin plutôt tragique, hein, comme l'ensemble des dirigeants de l'exil, enfin de dirigeants de la Deuxième République espagnole. Voilà. Et donc il est toujours à Montauban, et donc aujourd'hui il y a un pèlerinage, et il a fallu attendre très longtemps pour que l'Espagne officielle lui rende hommage. Donc ça a été réalisé par Pedro Sánchez, l'actuel chef du gouvernement espagnol, socialiste, qui est venu en 2019, voilà, pour se recueillir sur sa tombe. Et c'était quand même unique parce que ça n'a jamais été fait. Voilà. Il y avait eu Zapatero qui était venu, mais il n'était plus chef du gouvernement. Voilà, donc voilà. En tout cas, Sanchez l'a fait. Voilà, donc tout ça pour dire que donc Jean-Pierre Amalric est quelqu'un d'important, un hispanisant, sur ces thématiques. Et donc, il va nous éclairer sur les facettes de l'œuvre et de la personnalité d'Antonio Machado, sur la poésie espagnole du XXe siècle, l'engagement du poète et sa fidélité jusqu'à l'exil de la Deuxième République, voilà, jusqu'à sa mort à Collioure. C'est à vous, Jean-Pierre. Merci, Santiago. Puisque vous avez évoqué Manuel Azaña, je dirais que l'histoire n'est pas finie, puisque le gouvernement espagnol vient de décider de reconnaître dans sa tombe un lieu de mémoire démocratique. Et le 8 mars, tout proche, le gouvernement se fera présenter à Montauban pour apposer une plaque qui en fait foi. C'est réellement l'aboutissement, effectivement, d'une longue démarche pour la reconnaissance de sa figure. Et j'ajoute que, je terminerai peut-être là-dessus, évoquer Manuel Azaña, quand on parle d'Antonio Machado, c'est vraiment évoquer deux figures qui non seulement se sont comprises, mais se sont mutuellement admirées d'une manière absolument frappante. Je vous en donnerai la lecture pour conclure. Cela dit, je me demande ce que je viens faire, moi, historien, dans une réunion qui est consacrée à la poésie et à la musique. Je ne suis pas poète, hélas, et encore moins musicien. Et que peut dire l'historien de l'histoire d'un poète pour expliquer sa poésie? Réellement, je me suis posé la question. Dans le cas d'Antonio Machado, il est certain néanmoins que son œuvre, malgré son évocation fervente, par exemple, de la nature, qui occupe une part importante de son œuvre, ne s'est jamais considéré comme étranger à son temps, à son époque. Et à plusieurs reprises, et de plus en plus, je pense, à la fin de sa vie, il a voulu finalement en être un participant de cette vie publique si tragique finalement qu'a connue l'Espagne de son temps. Pour suivre les étapes de sa vie, il faut effectivement évoquer ses origines andalouses. Mais son œuvre est loin de se réduire à cela. Dans un petit curriculum vitae, en tête d'une édition de ses œuvres complètes, il indiquait « Je suis né à Séville une nuit de juillet 1875 dans le célèbre palais de las Dueñas ». Oui, un palais de la Renaissance qui avait été partagé en logement et dans lequel sa famille a vécu quelques années. Sa famille, une famille à la fois remarquable et en même temps une famille qui connaît des difficultés. Son père, un autre, Antonio Machado, est un avocat sans cause, ou qui a peu de cause. En castillan, on dit quelquefois un abogado de secano, qui se voue en fait essentiellement à ce qui le passionne,
c'est-à-dire aux études folkloriques dans lesquelles il accumule une œuvre considérable et qui est toujours aujourd'hui reconnue, mais qui ne suffit pas bien souvent à faire vivre la famille. Et puis il y a le grand-père, un premier Antonio Machado. Dans la famille, comme très souvent dans les familles espagnoles, le fils reprend le prénom du père. Le grand-père, c'est une autre chose, c'est un savant, zoologiste assez remarquable qui a enseigné à Séville même. Il a aussi eu une vie publique à Séville, il a été maire de la ville et il sera appelé en 1883 à occuper une chaire à l'université de Madrid où il finira ses jours. Il a été, semble-t-il, un des introducteurs du darwinisme en Espagne et c'est dire que la famille dans laquelle naît le jeune poète est une famille aux talents et aux curiosités variées, ouvert sur le monde et sur son temps. Quant à Antonio, il est le frère cadet de son aîné Manuel, qui a 11 mois de plus que lui et qui sera aussi poète. Nous en reparlerons, car cette fratrie se déchirera lors des affres de la guerre civile. C'est donc à l'âge en fait de 8 ans que Antonio rejoint Madrid et qu'il va entreprendre là des études peu académiques, puisqu'il va être parmi les premiers élèves de cette Institution Libre de Enseñanza qui a été formée par un groupe d'universitaires qui avaient refusé l'ordre moral et intellectuel que voulait imposer le gouvernement dans l'université publique. Et dans cette institution libre, on privilégie la recherche personnelle, les travaux dans la nature, la découverte, plus que la répétition de libros, de textos, de cours stéréotypés. C'est là que Antonio suit les cours de la plupart de ces grandes figures, à commencer par le fondateur de l'institution, Giner de los Ríos, et il confessera toute sa vie conserver un grand amour, ce sont ses termes, pour ses maîtres. Mais cela a ça au revers, c'est-à-dire un cursus universitaire inégal et fragmenté. Il va mettre des années à décrocher le baccalauréat avec des fortunes diverses et il va ainsi mener une existence incertaine sur le plan intellectuel. Ce sera aussi une existence difficile sur le plan matériel en raison des difficultés de ses parents qui amèneront finalement son père d'ailleurs à s'exiler à Porto Rico où on lui a promis une place. Qu'est-ce que hein? Ah, c'est un portable. Mettez-le en mode avion. Oui, en mode avion. Oui. S'il vous plaît, à M. Amalri, sinon vous l'éteignez, merci. Oui. Et à Porto Rico, une place d'avocat qui ne va pas pouvoir occuper longtemps puisque éclate là-bas une crise de tuberculose qui va le ramener à Madrid où il meurt en 93. À cette époque, Machado a 18 ans et vous imaginez cette jeunesse, je dirais, incertaine et déboussolée à certains égards. Ce qui explique que dans son adolescence et sa prime jeunesse, sa vie madrilène va être une vie extrêmement libre, menée vraiment en compagnonnage avec ce frère aîné, ce Manuel dont j'ai parlé. Il partage ce qu'on appelle à l'époque la vie de bohème, qui est évoquée dans une pièce célèbre de son contemporain Valle-Inclán. On fréquente les cafés où on retrouve les poètes, artistes, écrivains, politiques aussi, et on échange des vues sur l'avenir en se promettant de refaire une Espagne qui soit
une autre Espagne moins corsetée que celle de la Restauration dans laquelle on vit. Cette vie madrilène ne lui ouvre quand même pas les portes d'une situation sûre. Et finalement, suivant une fois encore son frère Manuel, il va se rendre à la ville qui passe à l'époque pour le phare de la culture européenne, je veux dire Paris. Manuel est déjà à Paris, où il travaille comme traducteur pour les éditions Garnier. Et c'est là que Antonio va le rejoindre. Il va y faire 2 séjours de plusieurs mois chacun, en 1899, puis en 1902. À Paris, les 2 frères entrent en relation avec des écrivains, des poètes français, curieusement avec Jean Moréas, qui passe plutôt pourtant pour un poète très classique, donc pour des poètes divers, mais aussi il découvre l'œuvre de Verlaine et il fréquente ainsi tout ce que le modernisme français de l'époque offre à sa curiosité. Et c'est là qu'il va commencer à concevoir un premier recueil de poèmes qui paraîtra très rapidement. Après, sous le titre de Soledades, Solitude, c'est son entrée en poésie qui est remarquée, mais qui ne fait pas un best-seller, très très loin de là. On ne vit pas de la poésie. Alors de quoi va-t-on vivre ? Eh bien, il va falloir se résigner à vivre de l'enseignement. Dieu sait que l'enseignement, à cette époque-là, en Espagne, ça ne payait pas énormément. Mais enfin, il n'y a pas d'autre issue qui s'offre à lui. Et quel enseignement ? Et ça, c'est un point, je pense qu'on méconnaît très souvent. Ça va être l'enseignement du français. Et oui, Antonio Machado va gagner sa vie tant qu'il enseignera comme professeur de français. Il obtiendra en 1907 une place au concours de catedrático de instituto, professeur de lycée, un peu comme notre agrégation en France à la même époque. Et c'est là que va commencer une vie enseignante sans gloire particulière et qui va le mener à découvrir plusieurs facettes de la diversité géographique de l'Espagne. Ce sera d'abord Soria. Soria qui est la plus petite capitale de province d'Espagne. Elle a 7000 habitants à l'époque. Et vous le savez, c'est une ville d'altitude, isolée, coupée un petit peu du monde et qui aujourd'hui encore fait figure de domaine privilégié, ce qu'on appelle la España vacía, l'Espagne vide, l'Espagne vide. À l'époque, peut-être un peu moins, car il y a encore une agriculture active, mais c'est quand même une ville où il y a peu à attendre de la culture. Eh bien, malgré tout, Soria va se révéler accueillante pour lui, il va s'y faire des amis et surtout, il va mettre en pratique les enseignements de l'institution Libre en multipliant les excursions et les découvertes dans la nature des environs, qui est magnifique. En effet, c'est une région de montagne avec des sierras, des vallées, etc. Et ça va être pour lui, cette découverte de la Castille profonde, une source d'inspiration. Mais ce n'est pas tout. Soria, ça va être la découverte de l'amour. Dans des conditions absolument romanesques et incroyables. La pension dans laquelle il vit est tenue par un ancien garde civil qui s'appelle Izquierdo et qui a une fille, Léonore. Pour les Français, ça veut dire gauche. Eh oui. Et cette fille a 13 ans. Et Antonio en devient fou amoureux. Mais à 13 ans, bon, ce n'est pas de la pédophilie, c'est de l'amour, mais évidemment, on ne convole pas. Et cet amour lui est rendu par la jeune Léonore, et les 2 tourtereaux doivent patienter 2 ans avant de pouvoir célébrer le mariage dans l'église Santa Maria de Soria. Ça sera l'amour de sa vie, Léonore, et qui va durer très très peu, un éclair, car étant parti passé un an en France de nouveau avec elle, eh bien, où
il va retrouver Paris, il va écouter Bergson au Collège de France, il va de nouveau échanger avec toute l'intelligentsia française, exactement comme l'a fait Manuel Azaña d'ailleurs l'année précédente. C'était dans cette génération une découverte pratiquement obligée que celle de la culture française. Eh bien, il va se déclarer chez Léonore une crise brutale d'hémoptysie tuberculeuse. Il faudra rentrer précipitamment et finalement, la jeune femme va mourir en laissant un Antonio Machado désespéré. Désespéré, mais qui a quand même pu lui offrir, avant sa disparition, son second recueil de poèmes, Campos de Castilla, dans lequel qu'il a presque entièrement conçu à Soria et autour de Soria, et dont elle a été la première lectrice, la première auditrice. Donc c'est une marque pour lui qui ne s'effacera jamais. Et Léonore, qui meurt à l'âge de 18 ans à peine. Eh oui. Très jeune. Oui, c'est absolument incroyable. Et que cette passion, parce qu'il semble que cette Léonore, qui n'avait, semble-t-il, pas beaucoup étudié, est pour lui une auditrice qui est étroitement associée, qui stimule sa création poétique de manière c'est sa muse. Invraisemblable, une muse. Sa première muse. Ah oui, absolument. Et bon, à partir de là, sa carrière de professeur va passer d'étape en étape. Ça va être... il ne va pas rester à Soria, sans doute parce que ça lui était insupportable d'y rester seul après cette tragédie. Et il va donc partir pour Baeza. Baeza est une ville de la Haute-Andalousie, province de Jaén. C'est déjà la région de la grande culture des oliveraies. Et c'est une région dominée déjà par le latifondisme, la grande propriété. Et là, d'après les confidences que l'on a de lettres et de quelques confidences de Machado, on sent qu'il découvre la question sociale. Et il se montre extrêmement critique de la société locale, de la négligence totale envers la culture et l'enseignement. Il souligne que seuls 30% de la population sait lire et écrire, donc un taux d'analphabétisme colossal. Et si vous voulez, c'est l'Andalousie malheureuse qui est très très loin de l'image idéalisée que l'on peut s'en faire. Et ces années de Baeza sont pour lui, après l'épreuve qu'il a subi, des années finalement difficiles et douloureuses dont il aspire à sortir. Et finalement, il obtiendra sa mutation à Ségovie. Ségovie présente l'avantage d'être proche de Madrid en train, en particulier à l'époque et aujourd'hui encore, la distance est courte, ce qui lui permet en fait de passer la semaine à Ségovie et le week-end à Madrid. On a l'impression. Et donc cette fois, Ségovie va lui permettre avec la vie intellectuelle. Exactement. Alors qu'à Baeza, il s'en sentait terriblement coupé. Il est resté 7 ans à Baeza quand même. Voilà. Il a dû alors, pendant ces années de Ségovie, il va, d'autre part, resserrer des liens littéraires, toujours avec son frère Manuel. Ils vont se lancer dans des partitions de théâtre en vers à 4 mains, dont ils écrivent 6 ou 7 pièces, et qui vont être représentées avec un succès, enfin un succès critique, peut-être plus que public d'ailleurs, dans les plus grands théâtres de Madrid, le Maria Guerrero et d'autres. Et donc c'est pour lui un élargissement évidemment de son répertoire, même s'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de lecteurs des pièces des deux frères, et je ne crois pas qu'on les représente bien souvent. Et donc, mais c'est un peu le lot souvent du théâtre, on s'en rend compte, qui est un genre finalement aujourd'hui devenu très peu durable. Voilà. Néanmoins, c'est à ce moment, il écrit aussi dans des journaux, et c'est une période donc où sa notoriété
commence à s'affirmer. Parce que jusqu'à présent, en réalité, il était nettement moins connu que son frère. Son frère qui était devenu directeur de la bibliothèque municipale de Madrid et qui était une figure marquante de la vie madrilène. Ce n'était pas le cas d'Antonio jusque-là. Et ça, peu à peu, Antonio gagne, si vous voulez, en notoriété. Et puis il va lui arriver aussi à Ségovie une extraordinaire rencontre. Un jour, une femme très distinguée, Pilar de Valderrama, demande à le connaître. C'est une admiratrice qui se déclare à lui. Elle est elle-même une figure, elle a écrit. Elle est poétesse. Elle est poétesse, elle a écrit aussi du théâtre. Elle est féministe. Elle appartient à une association féministe très active depuis plusieurs années. Et ça va être le coup de foudre seulement. Pilar est mariée et elle a 3 enfants. Mais malheureuse dans son couple, je crois. Eh bien, c'est ce que j'ai lu. C'est-à-dire que son mari avait une maîtresse et cette maîtresse s'était suicidée. Alors évidemment, ça crée... Voilà. Mais enfin, cette liaison de Machado avec Pilar de Valderrama a été le grand secret de la vie de Machado. Il n'a jamais dit mot à sa famille, à son frère, ni à sa mère, jusqu'à leur mort. Et ce n'est que dans les années 1980 que l'on a retrouvé la correspondance entre les deux. Et ça a été donc une inspiratrice fondamentale de la deuxième partie de sa carrière, avec une relation très particulière parce qu'elle s'était refusée à des relations intimes. Et c'est donc une passion platonique dont Machado se plaint beaucoup dans ses lettres. C'est une passion intellectuelle et sentimentale qui se traduit par des rendez-vous dans un café de Madrid de temps en temps et surtout des échanges de lettres très réguliers, etc. Et donc cette personne finira par entrer dans son œuvre, mais pas sous son nom, sous le nom de Guiomar, qui est un prénom médiéval qu'il emprunte. Je crois que c'était l'épouse du poète Jorge Manrique. Et donc, Guiomar, on s'est demandé longtemps, qui va apparaître donc dans ses écrits poétiques des années 20 et 30. On s'est longtemps demandé qui se cachait derrière. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est que assez tardivement que le mystère s'est dévoilé. Voilà. Et à Ségovie aussi, il commence à s'intéresser à la chose publique, au point que le 14 avril 1931, on le voit sur le balcon de l'Ayuntamiento, il est un de ceux qui brandissent le drapeau républicain. À Ségovie. À Ségovie, oui. Et donc Ségovie est aussi un petit peu, je dirais, le lieu d'une nouvelle émancipation du poète qui reste un enseignant à l'Instituto, au lycée de la ville, mais qui désormais a pris pied dans la vie publique. Il obtiendra enfin sa mutation à Madrid. Et à ce moment-là, ce sont ses dernières années d'enseignant, les années 30, où alors, effectivement, il est désormais reconnu d'abord pour son œuvre poétique, et ça le met en relation étroite avec des poètes de génération plus jeune. Il devient intime de Juan Ramón Jiménez et du jeune Federico García Lorca. Et si vous voulez, il y a un consensus dans la République des lettres déjà pour voir en lui une des grandes voix poétiques de l'Espagne. Ceci donc est le fruit d'une œuvre qui n'est pas très abondante. En fait, les œuvres complètes poétiques de Machado tiennent en un volume, mais qui fait l'objet, nous le savons, d'une élaboration extraordinairement concentrée de son sentiment et à travers une utilisation du langage particulièrement affinée.
Et puis vient la guerre civile. Et alors, la guerre civile, pour lui, va être évidemment l'épreuve terrible, puisqu'il va d'abord être obligé de quitter Madrid en novembre 1936. Il ne voulait pas quitter Madrid. Oui, c'est le gouvernement qui décide de déménager les intellectuels et le gouvernement de Madrid à Valence. Et donc, on envoie chez lui Raphaël Alberti, notamment, pour lui dire mais il faut partir, non, et il faut revenir une deuxième fois. Et donc il va s'établir près de Valence, dans une petite ville qui s'appelle Rocafort, où il va passer, avec sa mère, où il va passer effectivement les premiers temps de la guerre civile. Mais en même temps, c'est la grande coupure avec son frère. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été longtemps un peu méconnu. C'était, nous l'avons vu, une fratrie particulièrement soudée. Or, Manuel, par un hasard malencontreux, est parti au début de juillet 1936 avec sa femme pour Burgos. Et il va se retrouver donc au cœur du soulèvement franquiste. Au point d'ailleurs que, suspect dans un premier temps, il passera un petit séjour en prison qui semble l'avoir traumatisé jusqu'à ce qu'il soit secouru par des poètes officiels du franquisme, en particulier José María Pemán, un Andalou qui va être le chantre infatigable de Franco pendant toute la durée, on va dire, de la dictature. Et Pemán et aussi Eugenio Dors, un catalan franquiste, ça a existé, font des pieds et des mains pour le faire sortir de prison. Et désormais, sentimentalement, Manuel bascule dans le camp franquiste au point qu'il deviendra à son tour une des plumes, une des voix, un des chantres de Franco. Il écrira un poème dont j'ai d'ailleurs le texte là, qui est terrible, terrible. Au sabre du caudillo, al sable del caudillo, c'est une chose atroce. Mais la question que l'on peut se poser, qu'est-ce que pouvait exactement en savoir Antonio, car on ne pouvait plus écrire. Et naturellement, il n'y avait pas de smartphone. Et donc, si vous voulez, entre les deux frères, c'est un coup de hache définitif que la guerre civile a fait tomber. Plus jamais ils ne se parleront, ils ne se verront, ils n'échangeront chacun dans son camp. Et je pense que ça a été, pour la fin de la vie d'Antonio, une terrible épreuve. Et pour finir, disons que son engagement politique se développe certainement à cette époque. On le voit participer, par exemple, au fameux congrès des écrivains qui se tient à Valence en 1937 et y tenir une place active. Il se produit dans la presse et même s'il n'écrit plus beaucoup de poésie, les quelques poèmes qui lui sont suggérés par la tragédie qui l'entoure ont une forte résonance, en particulier celui qu'il consacre à la mort de Lorca, El Crimen. Que l'on va chanter tout à l'heure. Voilà, que l'on entendra tout à l'heure. Voilà. Donc, il en reste donc l'image d'un poète qui n'est pas devenu un poète officiel parce qu'il s'y refuse, justement. Et ça aussi, c'est un point important. Il pense que la littérature doit garder son autonomie par rapport au monde politique. C'est le thème d'un article qui est paru même s'il prend position pour la République. Tout à fait. Non, mais non seulement il prend position pour la République, mais il va même, c'est connu, être en quelque sorte séduit par l'attitude du Parti communiste à ce moment-là. Et ça lui sera ensuite reproché. Néanmoins, sur cette question des liens poésie politique,
il ne veut pas absolument de confusion. Dans un article publié La Vanguardia à Barcelone en 1937, El Poeta y el Pueblo, il estime que justement les deux domaines doivent garder leur autonomie. Et c'est une position qui est aussi celle de Azaña. Azaña reprend, juste en le citant, une conversation qu'il a avec les organisateurs du congrès des écrivains antifascistes. Et Azaña dit ceci: En la guerra hay lugar para lo grandioso, sin dejar de ser el mal. Vanas disputas acerca de la independencia del arte y del arte al servicio del pueblo. Opinión sensata de Antonio Machado, et il cite Machado, de l'article dont je vous ai parlé, se escribe para el pueblo cuando se escribe como Cervantes, Shakespeare et Tolstoï. On écrit pour le peuple quand on écrit comme Cervantes, Shakespeare et Tolstoï. Et donc, dans cette fraternité, finalement, avec Azaña, on retrouve les dernières pages qu'il va écrire avant son exil final, puisque c'est à lui qu'est demandé d'écrire le prologue du recueil des discours de guerre de Manuel Azaña, Los Españoles en Guerra, dont j'ai ici l'édition originale, quand même. Et ce prologue est un hommage, sans la moindre réserve, du poète à l'homme d'État qui a incarné la légitimité républicaine. Et je ne veux pas le lire tout entier, mais enfin, je vous lirai simplement la fin. La voz de Don Manuel Azaña habla para todos los españoles, allí donde se encuentren, en Madrid, en Barcelona, en París, en Nueva York o en Nueva Zelanda, porque la guerra de invasión va contra todos, y esa voz, no por firme y serena, carece de la profunda e intensa vibración de la guerra en España. Leed los 4 discursos de Don Manuel Azaña, meditad sobre ellos y preguntaos si vosotros también ocupáis el puesto que os corresponde en la contienda. Cet hommage est un hommage in extremis parce que le livre a été imprimé en décembre 1938 à Barcelone. Il n'a pas eu le temps donc d'être vendu en librairie, ce dernier hommage. Et en fait, comme vous le savez, un mois plus tard, c'était l'exil, c'était le terrible passage de la frontière à travers la retirada dans les Alberts. C'était l'accueil précaire du petit hôtel de Collioure et c'était bientôt l'heure finale du poète victime de son temps. Voilà. Merci, Monsieur Amalric. Alors, merci, professeur. Donc, une petite demi-heure, on a un petit peu dépassé, mais je crois que ça en valait la peine. Bon, sur la fin de Antonio Machado, je pense que la plupart d'entre vous, si vous vous intéressez au poète, on trouve énormément de choses sur Internet, mais également dans la littérature, sur la fin, sur le fait qu'il ait perdu pratiquement tous ses bagages, un manuscrit, enfin, des choses assez terribles, et où effectivement, la mort de sa mère, alors juste avant lui, bon voilà, donc, et dans ce petit hôtel de Collioure, où il y a une chaîne de solidarité qui est organisée, et finalement, il meurt sur place, et il est resté sur place, dans ce fameux cimetière marin, où on peut effectivement, il y a une boîte aux lettres, où on peut écrire, et une association qui se charge de
voilà, de recueillir et éventuellement de répondre. Voilà. Donc si vous passez par Collioure, c'est une tombe très simple, mais je crois aussi que donc, ça va être un lieu de mémoire également par le gouvernement espagnol ou pas, j'imagine. Ça avait été annoncé, d'accord, voilà. Voilà, en tout cas, vous voyez, pour quelqu'un qui était un petit peu étranger au concert à ce moment, je pense qu'on a appris des choses. On était vraiment suspendu aux paroles de Jean-Pierre Amalric. Merci. Voilà, je vais vous redemander un petit peu de silence et on va passer au dernier extrait un petit peu plus long du concert poétique avec plusieurs morceaux. Caballitos, Petits Chevaux, Tus ojos me recuerdan, Le crime a lieu à Grenade, El crimen tuvo lugar en Granada, Cantares, Dédicaces, alors ça c'est les dédicaces, tu verras tout à l'heure. Et puis ensuite El Paso del Ebro, ça c'est toi, d'accord. El Paso del Ebro, qui est une vieille chanson du 19e, à l'époque de la guerre d'indépendance contre les Français, les troupes napoléoniennes, réécrit à maintes reprises, il y a X et X versions de Ay Carmela, vous savez, avec ce fameux refrain. Voilà, donc ce n'est pas d'Antonio Machado, évidemment, mais je pense que c'est important de terminer là-dessus. Et voilà, et puis après, on se quittera. Si vous avez des questions, aussi bien aux musiciens, aux artistes qu'à M. Amalric, sur des choses que vous voudriez savoir, si on peut y répondre. Voilà, c'est à vous, Elric, Thierry, Servan. Voilà, pour à peu près 20 minutes. Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. Pégase, joli Pégase, chers petits chevaux de bois, j'ai connu, petit garçon, la joie de faire des tours sur un coursier rutilant par une nuit de fête. En el aire polvoriento chispeaban las candelas y la noche azul ardía toda sembrada de estrellas. Dans l'air épais de poussière, les chandelles pétillaient et la nuit bleutée brillait, toute semée d'étoiles. Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre, lindos Pegasos, caballitos de madera. Ô joies enfantines qui coûtent juste un sou de cuivre, Pégase, joli Pégase, chers petits chevaux de bois. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas y un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan
recuerdan las noches de verano y tu cara morena, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, de tu morena cara, de tu soñar gitano, de tu mirar de sombra. Quiero llenar mi vaso, me embriaga de una noche, de un cielo negro y bajo, para cantar contigo orilla al mar salado, una canción que deje cenizas en los labios de tu mirada de sombra, de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Tes yeux me rappellent les nuits d'été. De ton regard d'ombrage, de ton rêve gitan, je veux remplir mon verre. Je m'enivrerai un soir de ciel bas et noir pour chanter avec toi, bord de mer salée, une chanson qui laisse les cendres sur les lèvres de ton regard d'ombrage et de ton rêve gitan. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. On le vit avançant au milieu des fusils, par une longue rue, partir vers la campagne froide, sous les étoiles, au point du jour. Ils ont tué Federico quand la lumière apparaissait. Le peloton de ses bourreaux n'osa pas le regarder en face. Ils fermèrent tous les yeux. Ils prièrent, même Dieu ne te sauvera pas. Et Federico tomba mort, du sang au front et du plomb dans les entrailles.
C'est à Grenade qu'a eu lieu le crime, je vous le dis. Pauvre Grenade, dans sa Grenade. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico de quebrando la muerte. Ella escuchaba, porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el eco de tus secas palmas. Y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. On le vit s'avancer, seul avec elle, sans craindre sa faux. Le soleil déjà, d'une tour à l'autre, les marteaux, d'enclume en enclume et enclume des forges. Federico parlait, courtisant la mort. Elle écoutait. Puisque hier ma compagne résonnait dans mes vers la frappe de tes pommes sèches, et qu'à mon chant tu donnas ta froideur de glace, et à ma tragédie le fil de ta faucille d'argent. Je chanterai pour la chair que tu n'as pas, les yeux qui te manquent, tes cheveux que le vent agitait, tes lèvres rouges que l'on embrassait. Aujourd'hui comme hier, ô gitane ma mort, je suis si bien, seul avec toi, dans cette air de Grenade, ma Grenade. Se les vio caminar, labrada, amigos, de piedra y sueño, en la Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. On le vit s'avancer. Ériger, mes amis, dans l'Alhambra de pierre et de rêve, un tumulus au poète, sur une fontaine, où l'eau puisse gémir et éternellement dire « Le crime a eu lieu à Grenade, dans sa Grenade ».
todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar abajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace el camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al dejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar, golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso. En s'éloignant, ils l'ont vu pleurer. Le poète est mort loin de son foyer. La poussière d'un pays voisin l'a recouvert. Quand le chardonneret ne peut plus chanter, quand il ne sert plus à rien de prier, quand le poète doit devenir pèlerin, passant, il n'a plus de chemin. Il fait le chemin en marchant, coup après coup, vers après vers. Nous dédions ce concert poétique sous les auspices d'Antonio Machado, Francisco Giner de los Ríos et Pablo Casals, à ces républicains espagnols férus de culture qui ont été et demeurent nos phares, mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui aujourd'hui, dans ce monde menacé de tant de muselières, comme disait Léo Ferré, pour la liberté. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay
y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba bam. Buena paliza les dio, ay Carmela, y buena paliza les dio, ay Carmela, el furor de los traidores, rumba la rumba la rumba bam. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba bam. Lo descarga su aviación, ay Carmela, y lo descarga su aviación, ay Carmela, pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba bam. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba bam. Donde sobra el corazón, ay Carmela, donde sobra el corazón, ay Carmela, contraataques muy rabiosos, rumba la rumba bam. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba bam. Debemos resistir, ay Carmela, debemos resistir, ay Carmela, pero igual que combatimos, rumba la rumba bam. Pero igual que combatimos, rumba la rumba bam. Prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela, Servan Solana, Thierry Di Filippo, merci. Et voilà, Elric Fabre-Meignier de la Compagnie du Rêveur. Voilà, on n'allait pas l'oublier. Alors, est-ce que... Voilà, on est arrivé un petit peu à la fin de notre rendez-vous. Est-ce qu'il y a des questions ou à Jean-Pierre Amalric ou aux artistes avant de se quitter, on a encore quelques minutes. Hélène va nous laisser quelques minutes, Hélène de Nombre Blanche, qu'on remercie. Donc je vous rappelle qu'il y a près de la sortie, vous avez alors des livres. Attends. Il y a des livres sur la poésie de Antonio Machado. Il y a également quelques annales des colloques de Montauban autour de Presencia de Manuel Azaña, sur le colloque qui a lieu chaque année. Jean-Pierre Amalric est toujours présent, même s'il n'est plus président de l'association, mais il est toujours là. Voilà. Président d'honneur, voilà. On le remercie. Et puis donc à la table ici, et puis n'oubliez pas quand même de le régler à la sortie. Voilà ce petit CD, parce que ça va aider les artistes quand même. Hein. C'est bien sympa qu'ils soient là, chanter gratuitement, mais bon, il faut quand même aider les artistes. Voilà, donc ce hommage à Don Antonio Machado el Bueno, c'est un petit CD avec effectivement quelques-unes des chansons que vous avez entendues, mais il y en a bien d'autres. Il y a la Noria, la Plaza tiene una torre, Caballito, ça on l'a chanté, Guitarras del Mesón, Coplas por la muerte de Don Guido, a Don Francisco Gines de los Ríos, dont on a parlé, hein, le fameux créateur de l'institution libre d'enseñanza, très important. El crime fue en Granada, ça on l'a entendu, mais vous l'avez ici. Trazo una mano odiosa, No pasarán. Un autre morceau qui n'est pas de Machado, qui est Gallo Rojo, Gallo Negro, hein, qui parle de deux coqs, un rouge et un noir, hein, qui évoque donc le conflit meurtrier entre Espagnols. Los hijos de España, Retrato, Era un niño que soñaba, bon, Cantares, on l'a entendu, et El Paso del Ebro, voilà, qu'on a entendu. Voilà, donc ce petit opuscule, 10 €, c'est vraiment pas cher, et vous avez un super souvenir. Voilà, et vous aidez des artistes et la librairie par conséquent. Merci, merci voilà. Santiago. Merci à vous. Santiago Mendieta, journaliste et directeur de la revue Gibraltar, qui malheureusement s'est arrêté, mais dont les numéros sont encore disponibles. Voilà.
Donc, est-ce qu'il y a des questions? Merci à Hélène, à Christian Torel et à toute l'équipe d'Ombre Blanche. Alors, je vois que des gens se lèvent. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce qu'on en a assez dit? Vous savez, il y a une dame qui a une question. Si tu permets que je passe. Merci. Est-ce que c'est monsieur? Est-ce que ça marche? Est-ce que il y a eu vraiment une amitié avec le philosophe Unamuno? Le micro, Jean-Pierre. Oui, vous avez raison. Alors, le philosophe Miguel de Unamuno. Oui, pas seulement philosophe. Unamuno est aussi poète, il est romancier, il est philologue d'abord. Prof de grec. Oui, effectivement. Dans cette insertion du Machado des années 20 dans la vie madrilène, Unamuno devient une de ses relations très proches. Et je pense qu'il reste en contact, même si, vous le savez, Unamuno, au moment de la guerre civile, se prononce pour Franco dans un premier temps. Dans un premier temps, tout en reconnaissant son erreur après, avec le fameux Viva la muerte. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on lève la séance? Je vous sens impatient. Voilà. Pour information, nous serons normalement à Collioure pour les journées Machado le dimanche 23 février prochain. À confirmer. Bon, merci à tous et à toutes. Bon retour. Vous venez d'écouter une rencontre musicale enregistrée à la librairie Ombre Blanche samedi 11 janvier 2025 à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du poète Antonio Machado avec Santiago Mendieta, Jean-Pierre Amalric et Éric Fabre-Meignier, Servan Solana au chant, guitare et composition et Thierry Di Filippo à la guitare, au oud et aux compositions. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.